Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon de technique d'expression et de communication. Je crois qu'on l'avait déjà commencé hier. Aujourd'hui, je vais vous donner les explications concernant le vocabulaire utilisé dans les œuvres de théâtre. Comme ça, vous n'aurez pas de problème lorsqu'on vous posera une question à l'examen régional. Euh, un mot qui appartient au domaine du théâtre, si vous ne le comprenez pas, donc vous n'allez pas pouvoir répondre à la question, donc vous serez dans l'impossibilité de la réponse, quel que soit votre niveau. Donc faites attention à ce cours. Je vais tout vous expliquer, mais si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez poser vos questions sur le groupe. Bismillah. Bon, vous avez ce qu'on appelle l'exposition. C'est ce mot-là. L'exposition, d'après le petit Robert, c'est un nom féminin. Donc l'exposition, c'est une exposition. Et l'apostrophe, ça ne montre pas vraiment masculin ou féminin. Bon, c'est une exposition. Le petit Robert l'a définit comme étant la partie initiale d'une œuvre littéraire et spécialement dramatique. Dramatique, ça veut dire qu'il y a une relation avec ce qui est théâtre. Et où l'auteur fait connaître les circonstances et les personnages de l'action, les principaux faits qui ont préparé cette action. C'est-à-dire que l'auteur, il nous présente les personnages, nous donne des informations sur eux, sur les lieux. Par exemple, vous allez trouver dans Antigone que c'est un lieu. Bon, on va voir ça. Sur les relations qu'entretiennent les personnages entre eux, père, mère, amis, cousins, cousines, famille, bon. Ou encore aussi les indications qui sont temporelles. C'est-à-dire, et peut-être même, c'est-à-dire des événements qui sont importants pour comprendre la suite de la pièce. Sinon, on sera perdu. Comme c'est le cas dans la pièce d'exposition d'Antigone, que je vais vous montrer. Bon, l'exemple, il est là. C'est le prologue. On va le faire dans une étude de texte. Regardez là. Voilà, au début, ça commence avec le décor, des personnages qui bavardent, tripotent. Chacun fait ce qu'il fait. Et regardez le prologue lui-même lorsqu'il parle. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Bon, présentation des personnages, présentation de certains faits, et tout ça, et tout ça, et tout ça, on va le voir dans une autre leçon. Bon, regardons maintenant les didascalies. C'est un nom féminin, c'est-à-dire on dit une didascalie ou bien la didascalie au singulier. Donc, ce sont des indications scéniques qui donnent des précisions pour la mise en scène. Elles apportent les informations nécessaires sur les lieux, l'époque, les noms des personnages, leur habillement, leurs attitudes, c'est-à-dire comment ils se comportent, ou leurs sentiments, leurs actes, leur jeu, ou leur jeu avec S, il y a plusieurs jeux, dans les cas des personnages qui jouent double jeu ou triple jeu, les décors, la lumière, etc. C'est-à-dire, les lieux, l'époque, ça c'est clair, les noms des personnages, mais n'oublions pas aussi que ça montre aussi parfois pas tout le temps, les liens entre les personnages. Bon, je vous montre un exemple. Toujours au début de l'œuvre, vous avez un décor neutre, trois portes semblables
Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Donc, à votre avis, regardez l'écriture. Faites la différence entre l'écriture de ce qui est didascalie au début et le reste du texte lorsque le prologue parle. Bon, les didascalies en général, c'est écrit en italique, c'est-à-dire cette écriture qui est un peu oblique, c'est-à-dire elle se couche un petit peu vers la droite, c'est ça, vers la droite. Parfois, on peut trouver les didascalies au milieu d'un discours. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Bien, regardez cet exemple. Antigone murmure ici, hein. Pas envie de vivre, là, elle est en train de parler. Et regardez entre parenthèses, et en écriture oblique, c'est-à-dire en italique, et plus doucement encore si c'est possible, c'est-à-dire elle baisse la voix. Puis après, la reprise des paroles. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur ta peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand on n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Vous remarquez que les didascalies, et sont entre parenthèses là, elles sont au milieu du discours. Parfois, on les trouve devant un personnage. Par exemple, ici, Antigone murmure. Murmure, c'est-à-dire elle parle à voix basse. C'est comme s'il est en train de parler avec elle. Adi, c'est une attitude. Hein. Regardez-la. Ismène a un élan soudain vers elle, c'est-à-dire une information sur le geste d'Ismène. Antigone se dresse et crie. Donc ça, c'est ce qu'elle fait. C'est une action. On peut le considérer comme attitude. Hein. C'est-à-dire, elle est fâchée peut-être. Ça dépend de notre lecture. Hein. Regardez ici. Ismène baisse la tête. Ismène se jette contre elle. Antigone, les dents serrées. Une fille, oui. Est-ce assez pleurer d'être une fille? Donc, regardez. Tout ce qui est didascalie, c'est très important. Regardez là. Antigone, sourdement. Non, je ne suis pas belle. Sourdement, c'est comme s'il parle. Elle ne veut pas qu'on l'entende. Elle parle de manière un peu fâchée, basse, en colère. Je crois que c'est clair. Je vais vous montrer un exemple où les didascalies se sont vers la fin d'un discours. Regardez-la, comme c'est un peu long, mais ça montre beaucoup d'informations sur le personnage, sur l'éclairage et sur l'arrivée de l'entrée d'Antigone, puis après de la nourrice qui la suit. Regardez là. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis, un à un, lorsqu'il les avait présentés, bien sûr. Le prologue disparaît aussi, donc tous disparaissent. Donc ça, c'est le jeu sur la scène. Donc des informations sur ce qu'il faut faire dans cette scène-là. L'éclairage s'est modifié sur la scène. Ah, donc ça, c'est le décor. C'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Donc c'est l'aube, c'est le début de la journée. La lumière n'est pas encore arrivée. Hein. C'est comme le moment où on se lève pour faire la prière chez nous, les musulmans. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus. Donc vous avez une description sur les pieds nus, sur la pointe des pieds, ce qu'elle fait, les souliers à la main. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se faufiler en douce. C'est comme si elle avait fait quelque chose de mauvais. Elle reste un instant immobile à écouter et elle veut que personne ne sache ce qu'elle avait fait peut-être. Elle entre en silence. La nourrice surgit et la surprend. Alors là, tout ça, c'est des gestes. C'est des gestes que doivent faire les personnages
pour nous faire comprendre de quoi ils vont parler après. Je crois que c'est clair, hein? Merci. Maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire le monologue, mais spécialement en théâtre, parce que bien sûr, un monologue hors du théâtre, ça a un autre sens. Donc c'est un nom masculin, ça on le sait, je vous l'ai déjà expliqué. Donc c'est le discours qu'un personnage, seul sur scène, s'adresse à lui-même. Normalement, dans les monologues normaux, son théâtre, c'est ce que dit quelqu'un dans sa tête, à l'intérieur de lui-même. S'il est interne, il ne bouge pas ses lèvres, il ne parle pas. C'est ce qu'on appelle la focalisation interne lorsque l'auteur entre dans la tête du personnage pour nous montrer ce qu'il pense, tous les mots qu'il pense, et aussi ses sentiments. Mais là, lorsqu'il est seul sur scène, peut-être avec un autre, l'important c'est qu'il s'adresse à lui-même. Et donc, au public, automatiquement, parce qu'il fait bouger sa bouche, il parle, il dit des mots, des phrases. Le spectateur, il doit savoir ce qu'il est en train de dire, même si ça doit être interne. Donc le monologue permet de mettre le point sur la situation, de dévoiler les pensées cachées d'un personnage, ses intentions, ses sentiments. Donc le spectateur, il doit connaître tout ça, hein, c'est important. C'est-à-dire, peut-être que le personnage n'aime pas une situation, il fait un commentaire. Ou alors, il dévoile ses pensées cachées, hein, ce qu'il va faire. Peut-être il veut arnaquer quelqu'un. Il veut faire de l'arnaque et il nous le montre, nous les spectateurs, pour que nous puissions bien suivre ses intentions. C'est ce qu'il a l'intention de faire, peut-être dans le futur. Hein. Et ses sentiments. Il veut peut-être que le personnage, il rit devant les autres personnages, mais au fond, il a d'autres sentiments. Avec le monologue, il nous les montre, nous les spectateurs. Bien sûr, sans les montrer aux personnages avec lesquels il fait des dialogues sur la scène. Je crois que c'est qu'on a déjà expliqué ça hier. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais maintenant avec cette vidéo, ce sera plus facile. Je vous montre un exemple. Regardez ce petit passage que je vous avais donné hier et où vous avez trouvé des difficultés. Hein. Regardez la nourrice. Éclate bien sûr. Regardez, c'est une didascalie éclate. Et ça montre qu'elle est un petit peu en colère. Elle éclate, c'est pas une bombe pour éclater. Hein. C'est psychologique, c'est-à-dire elle n'est pas contente, elle est un petit peu en colère. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Regardez là, il s'adresse directement à Antigone. Mais le vous, après. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Là, elle arrête avec le vous. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, a tatifé toujours devant la glace. Là, elle s'adresse à Antigone avec le tu. Donc, regardez, et essayez bien de comprendre. Le vous, ce n'est pas Antigone. Elle parle avec Antigone avec le tu. Donnez-vous du mal. Le vous, c'est les spectateurs. Là, il est en train de parler aux spectateurs pour leur montrer ce qu'elle a fait. Donnez-vous du mal, c'est-à-dire fatiguez-vous, éreintez-vous. Donnez-vous du mal. La répétez 2 fois pour insister là-dessus, pour les élever. Élever, ça veut dire faire grandir, éduquer, montrer les bonnes manières. C'est faire grandir un bébé jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Elles sont toutes les mêmes. Les elles, c'est les filles en général. Mais là, elle parle d'Antigone et d'Ismène, parce que c'est les 2 filles et les 2 sœurs qu'elle a fait grandir, qu'elle a élevées à la place de leur mère lorsqu'elle est morte. Elles sont toutes les mêmes, toutes les filles sont les mêmes, c'est-à-dire elles ne sont pas reconnaissantes, elles ne reconnaissent pas ce que vous faites pour elles. C'est-à-dire lorsque vous leur dites « Qu'est-ce que tu fais là ?» elles se mettent en colère, elles ne veulent pas répondre, c'est des têtes dures. Là, elles parlent avec les spectateurs. Là, c'est ce qu'on appelle un monologue, mais un monologue à haute voix
pour les spectateurs. Bien, ça, c'est juste pour vous montrer le monologue. Je reviendrai à ce passage après. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer ce que ça veut dire un aparté, pardon. Un aparté. Donc, un aparté, ou bien ce qu'on appelle une répartie, je vous ai donné le mot hier, voilà, il est là. Ça, les deux, elles se ressemblent. Hein. L'aparté, c'est un nom masculin. On dit un aparté. Réplique ou phrase ou réflexion. Donc, c'est une réplique. Donc, c'est une phrase ou bien une réflexion. Ça peut être un peu long de phrase. Ou bien ça peut être juste une petite expression ou un mot, hein, ça dépend. Au sein d'un dialogue, qu'un personnage dit à part. Regardez, aparté, à part, c'est-à-dire il ne le dit pas au personnage. Il s'écarte, si vous voulez, un petit peu du personnage et il le dit à lui-même. Donc c'est un monologue. C'est une sorte de monologue. L'aparté, c'est une sorte de monologue sur scène ou à voix basse, à l'un des autres personnages. Mais que seul le public est censé entendre. Peut-être, hein, avec l'aparté, peut-être il le dit à un autre personnage qui est présent, qui écoute. Hein. C'est comme une sorte de commentaire sur ce que dit l'autre qui est, par exemple, le A et le B parlent. Le B parle avec le A, mais à part, parfois il parle avec un personnage C pour lui montrer, pour lui dire un commentaire, comme on fait sur Facebook, hein, parfois. Mais pas avant l'écrit. Donc à voix basse, à l'un des autres personnages, mais que seul le public est censé entendre. Bon, donc même si c'est à voix basse, normalement on l'entend. Par exemple, je ne sais pas, je dirais à quelqu'un « Ah, tu es mon meilleur ami !» Et je fais un aparté à quelqu'un d'autre. « Et quel ami !»« Oh, tu es le meilleur que j'ai rencontré dans ma vie !» Regardez, à voix basse, mais la voix, elle porte quand même un petit peu pour que le spectateur il puisse entendre ce que je suis en train de dire. Donc c'est une réflexion sur l'amitié. C'est-à-dire, je lui dis que tu es mon meilleur ami alors que je ne le pense pas. Et je le montre. Je crois que c'est clair pour l'aparté. Je vous montre un petit exemple sur le même passage. Regardez là. Elle est en colère, la nourrice. Elle crie « Ah, c'est du joli, c'est du propre, toi la fille d'un roi !» Mais là, il n'y a pas vraiment la voix basse. Donc, on peut le considérer comme un aparté. Bon, donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mal. Là, elle parle avec les spectateurs. Bien sûr, elle ne veut pas vraiment crier. Peut-être, elle peut crier, hein. Mais c'est normalement un écart entre le discours direct à Antigone et un autre discours direct inséré dans le discours d'Antigone, mais adressé aux spectateurs. Il commence avec « Donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mêmes, jusqu'à même, et ça s'arrête. » Puis après, elle revient vers Antigone. Le troisième personnage ici, il n'est pas là, mais normalement, c'est nous les spectateurs. Je crois que c'est clair, hein?